Bonjour, je m'appelle Kelly Main, doyenne par intérim de la Faculté des études supérieures. Je suis heureuse de vous accueillir au 12e concours annuel, ma thèse en 180 secondes. Ce concours offre aux étudiants des études supérieures une occasion unique de présenter la recherche en 3 minutes. Ils ont ainsi la possibilité de perfectionner leurs compétences en communication ainsi que de partager la recherche avec un public beaucoup plus large, comme nous le verrons aujourd'hui. Je laisse maintenant la parole à notre maître de cérémonie de cette édition 2021, Jean-Éric Guilla, professeur agrégé à l'Université du Manitoba. Bonne chance à tous. Merci professeur Main et bienvenue à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette deuxième compétition de ma thèse en 180 secondes, édition Manitoba. Alors malheureusement, à la vue des restrictions sanitaires qui sont en place, la compétition pour cette édition 2021 se déroulera en ligne ici sur la chaîne YouTube de l'Université du Manitoba. Je m'appelle Jean-Éric Guilla, je suis professeur agrégé au département d'immunologie et de médecine interne à la faculté Rady des sciences de la santé et je suis aussi le consul honoraire de France à Winnipeg et je serai votre maître de cérémonie. Alors avant de commencer, je tiens à souligner que les campus de l'Université du Manitoba sont situés sur les terres d'origine des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota, Dene, ainsi que de la patrie de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires, nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Merci, merci, merci aux grands-parents, aux parents, aux amis, aux collègues qui se trouvent ici à Winnipeg, au Manitoba ou ailleurs dans le monde et qui nous suivent afin de témoigner leur vif soutien aux candidats. Alors, ma thèse en 180 secondes, c'est quoi? Ma thèse en 180 secondes reprend les mêmes principes que 3-Minute Thesis, conçu à l'Université du Queensland en Australie en 2008 et qui a pour but de donner l'opportunité aux étudiants de présenter leurs travaux de thèse en français, en langage simplifié. Cette compétition au Canada est soutenue depuis 2012 par l'Association francophone pour le savoir. Et cette finale provinciale s'inscrit dans le cadre du concours national dont la finale nationale aura lieu le 15 juin 2021 et qui regroupera les représentants d'une quinzaine d'universités canadiennes dont le premier doctorant classé du Manitoba. Avant de vous présenter les règles de la compétition et les membres du jury, je voudrais remercier tous les commanditaires qui ont soutenu la mise en place de cette initiative ici au Manitoba et qui sont l'ambassade de France au Canada, le secrétariat aux affaires francophones de Québec, l'Université du Manitoba, l'Université de Saint-Boniface et l'ACFA Manitoba, Radio-Canada ici Manitoba, l'Alliance française, le Journal La Liberté, le Cercle Molière, le Théâtre Cercle Molière, et bien sûr, au niveau national, l'ACFA et Hydro-Québec. Merci, merci, merci à vous de soutenir les jeunes chercheurs manitobains en devenir et qui sont avides de communication scientifique. Alors, pour le déroulement de la compétition, c'est très, très simple. Une seule et unique diapositive et 180 secondes pour vous expliquer de manière simplifiée ces travaux. Pas une seconde de plus, sans quoi le ou la candidate sera disqualifiée. Et pendant que chaque candidat présentera ses recherches, les juges prendront des notes sur la qualité de l'orateur, sur ses capacités de vulgarisation, ainsi que la structure de sa présentation. Une fois les présentations de tous les candidats terminées, nos juges se retireront dans une salle virtuelle afin de comptabiliser leurs votes et ils nous reviendront avec le classement final. Alors, les juges pour cette compétition sont la professeure Lise Gabory, professeure à la Faculté des sciences et des arts de l'Université de Saint-Boniface. Bonjour, Madame Gabory. Bonjour tout le monde. J'aimerais saisir l'occasion pour souhaiter bonne chance à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui participent à ce concours. Merci, Madame Gabory. Le deuxième juge est le professeur Mike Jackson, professeur agrégé au département de pharmacologie à l'Université du Manitoba. Bonjour, Monsieur Jackson. Bonjour, Jean-Éric. Pareillement, j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les participants.
La troisième juge est Madame Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale du théâtre Cercle Molière. Bonjour Madame Pelletier. Bonjour, et moi je vais dire de façon inconventionnelle un gros merde à tout le monde, comme on dit en théâtre. Merci à vous. Notre quatrième juge est Monsieur Emmanuel Pérez, directeur exécutif de l'Alliance française du Manitoba. Bonjour Monsieur Pérez. Bonjour Jean-Éric, et puis je m'associe à tous mes collègues pour souhaiter bonne chance à tous les participants. Et finalement, la cinquième et dernière juge, c'est Madame Marie-Gabrielle Ménard, présentatrice de l'émission radio L'Actuel sur ICI Manitoba. Bonjour Madame Ménard. Bonjour Jean-Éric, très très honoré d'être là et j'espère pouvoir un jour faire quelques entrevues avec les candidats. Ben merci Madame Ménard et merci à tous d'avoir vraiment pris le temps d'être ici avec nous. Et surtout, bonne chance à vous les juges, bonne chance pour choisir votre candidat préféré. Je sais que ça ne va pas être une tâche très, très simple. Alors pour ceux qui veulent maintenant se joindre à la conversation en ligne, puisque nous sommes en ligne, eh bien les tweets et les gazouillis sont encouragés et les hashtags de l'événement sont hashtag MT180, hashtag MT180, MB pour MB Manitoba. Et maintenant, eh bien, place à la compétition. Alors, je voudrais présenter notre première des 7 challengers, Daya Kao, qui est une étudiante en master au collège de réhabilitation de l'Université du Manitoba. Elle a choisi ce domaine de recherche parce que même si les efforts des professionnels de la réadaptation ont été documentés lors des périodes difficiles de santé par le passé, eh bien, elle pense qu'il n'existe que très peu ou pas de documents traitant des effets d'une urgence de santé publique mondiale sur les pratiques professionnelles. C'est pourquoi, plus tard, dans la vie, son but serait d'être chercheuse ou conseillère en politique de santé. Le titre de sa thèse est le suivant: Analyse comparative de l'impact de la COVID-19 pendant la pandémie sur les pratiques des professionnels en réadaptation dans le champ des soins de santé primaires entre les provinces de l'Ontario et du Manitoba. Bonne chance à vous. Imaginez, vous êtes une thérapeute respiratoire qui travaille dans la communauté à une clinique de premiers soins au Manitoba. Au début de l'année passée, vous étiez en train d'éduquer vos patients, de développer des plans d'action et de conduire des tests diagnostiques. Mais mars arrive et maintenant des cas positifs de COVID-19 commencent à se présenter. Dans votre position comme un professionnel paramédical, vous faites face à l'inconnu. Mais comment continuer à fournir mes services aux patients qui ne me plus voir en personne? Quelles seront les mesures de précaution que je devrais adopter? Quel sera mon rôle dans la réponse de la pandémie de COVID-19? Et alors, vous transitionnez à fournir vos services virtuels. Vous travaillez chez vous plus souvent. Vous expérimentez le redéploiement à des cliniques de dépistage. Vous avez des nouvelles responsabilités qui sont même un peu hors du champ. Et la façon que vous communiquez et collaborez avec vos collègues est aussi changée. Ce sont exactement des types d'adaptations que ma thèse vise à capturer. Chaque modification a ses propres avantages et défis, et c'est certain que la pandémie COVID-19 a changé plusieurs aspects de nos vies, de comment on travaille, de comment on étudie ici à l'université, de comment on socialise avec nos amis et même comment on reçoit des soins de la santé. Le sujet d'intérêt de ma thèse est de documenter l'effet de cette pandémie sur la pratique des professionnels de réadaptation, mais particulièrement celles qui travaillent dans la secte des premiers soins. En plus, ma thèse vise à utiliser les entrevues et les entrées de journal pour collecter les expériences de ces professionnels, non seulement en Manitoba, mais également en Ontario, et puis à conduire une comparaison entre les deux provinces.
Merci Dayakar pour ces 180 secondes. On va laisser au juge le temps de la réflexion afin de noter cette première candidate. Alors, si vous voulez soutenir Dayakar, c'est sur les réseaux sociaux que cela se passe, hashtag MT180, hashtag MT180MB, et si vous voulez aussi, @UMGradStudy, Manitoba et UMSC Boniface. Nous allons passer maintenant à notre deuxième challenger, qui est Veronica Copolaro. Elle est étudiante en doctorat au département de géographie de l'Université du Manitoba. Elle a une formation en physique obtenue à l'Université de Florence en Italie. Elle est passionnée de physique et de l'utilisation de cette dernière afin d'étudier les changements climatiques. Son doctorat l'a amenée à travailler dans l'estuaire de la rivière Churchill et elle est la récipiendaire de différents prix dans différentes catégories de ses recherches. L'avenir, elle le poursuit, elle le voit dans un doctorat ou un post-doctorat en bioacoustique. Sa thèse a pour titre « Monitorage acoustique passif des mammifères marins dans l'Arctique canadien, implication d'un Arctique en mutation pour leur population et l'utilisation de leurs habitats ». Bonne chance à vous. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes une baleine qui nage dans l'océan Arctique. L'environnement autour de vous peut sembler isolé et calme, mais de nos jours, ce n'est plus vrai. Nous savons que le son est très important pour les mammifères marins. Ils ont évolué en utilisant le son pour explorer leur monde, se nourrir, naviguer et communiquer. Maintenant, comment pensez-vous que ces mammifères réagissent si pendant ces activités, un navire bruyant passe à proximité d'eux? Je peux vous donner quelques idées. Il pourrait essayer de compenser ces bruits de fond en émettant de sons plus forts, comme nous le faisons lorsque nous parlons avec un ami dans le centre-ville et que la circulation augmente. Ou ils pourraient avoir peur et arrêter de vocaliser, ou même fuir leur zone préférée. Si les bruits perturbent leurs activités principales, les mammifères marins pourraient cesser de se reproduire, chercher de la nourriture et, à long terme, leur survie pourrait être menacée. Avec mes recherches, j'essaie de comprendre comment les mammifères marins réagissent aux perturbations des bruits sous-marins provenant des navires et quels sont les facteurs qui déterminent ces différents comportements. Pour ce faire, j'installe des microphones sous-marins dans des zones clés de l'Arctique canadien pour enregistrer leur vocalisation. Ensuite, lorsque le bruit des navires est présent, je détermine si les mammifères marins modifient leur vocalisation et comportement. Ce type d'étude est particulièrement important dans l'Arctique, où le changement climatique entraîne une diminution rapide de la glace de mer. En conséquence, l'Arctique est de plus en plus ouvert au trafic maritime, dans des zones où les mammifères marins ont jusqu'au présent été à l'abri de nombreuses activités humaines. Il est donc nécessaire de mieux comprendre ce qui pourrait arriver aux mammifères marins dans un océan Arctique qui devient plus bruyant, si nous voulons être prêts et capables de les protéger. Mon objectif est de communiquer mes conclusions aux décideurs pour soutenir leurs efforts en faveur de la conservation de la faune marine. J'espère ainsi contribuer à la réglementation du trafic maritime et la création d'aires marines protégées, afin de restaurer un océan Arctique plus silencieux pour les mammifères marins dans autant de zones que possible. Merci. Merci Veronica Copolaro pour cette belle présentation. On va laisser un petit peu de temps aux juges afin qu'ils puissent chacun de leur côté lui attribuer une note. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux afin de soutenir Veronica Copolaro, hashtag MT180, hashtag MT180 Manitoba. Notre troisième candidate est Diane Chikoudi, étudiante inscrite en première année de doctorat d'immunologie au département d'immunologie de l'Université du Manitoba. Elle est titulaire d'un master de biologie de l'Université de Québec à Montréal avec une majeure en immunoparasitologie. Elle est la récipiendaire de plusieurs bourses, Gordon Conference, Minden and Tolenic Research Award, et son but est de devenir une chercheuse dans le domaine des maladies inflammatoires des intestins et de développer de nouveaux médicaments.
Le titre de sa thèse est le suivant: l'inhibiteur de la pancréastatine 8 réduit l'inflammation causée par le stress cellulaire dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Bonne chance à vous, Diane. Bon, rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une diarrhée fulgurante qui vous a poussé à vous absenter du travail. Est-ce que vous avez ça en tête? Alors, imaginez les symptômes que vous avez ressentis, okay? Le temps que vous avez passé aux toilettes. Alors, imaginez maintenant que ça perdure sur plusieurs jours, au point où vous êtes inquiet et vous décidez d'aller consulter un médecin. Le médecin vous fait une batterie de tests et là, il vous annonce une mauvaise nouvelle qui chamboule votre vie à jamais. Vous, comme un Canadien sur 140, vous souffrez de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn et les colitis ulcéreuse font partie des maladies inflammatoires de l'intestin. Bon, j'ai une petite question indiscrète à vous poser. Combien de fois est-ce que vous allez aux toilettes par jour? Une fois, 2 fois par jour si vous êtes régulier? Ou encore une fois tous les 2, 3 jours si vous êtes plutôt du type constipé? Ben, imaginez qu'une personne qui souffre de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il va en moyenne 20 fois par jour. 20 fois par jour, imaginez. Et en plus, ils sont supposés subir des tests tous les 3 à 6 mois et ces tests prennent généralement beaucoup de temps. Alors, tout ça a un impact néfaste sur la qualité de leur qualité de vie. Alors, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont caractérisées par une inflammation du tube digestif. Elles sont non seulement chroniques, mais elles sont aussi incurables. Bien sûr, il existe des thérapies qui permettent de contrôler l'inflammation et diminuer les symptômes, mais pour 50% des patients, ces traitements sont inefficaces. Alors, imaginez que vous faites partie de ces 50% de patients qui ne répondent pas au traitement. Qu'est-ce que vous faites? Alors, dans ma thèse, j'ai mis une hypothèse. Les cellules qui protègent la paroi du tube digestif sont inflammées par un stress qui les pousse au suicide. Ce suicide cause des ulcères qui perturbent la capacité que notre corps a d'absorber des nutriments et éliminer les déchets correctement. Donc, ma thèse focus sur la caractérisation d'une molécule qui s'appelle la pancréastatine, dont je suspecte est la source du stress qui cause le suicide cellulaire. Alors, je propose un traitement qui permettra de protéger la paroi du tube digestif en créant une forme de barrière. Et l'idée est que si ma recherche aboutit, je me permettrai d'avoir un traitement qui permettra d'aider la qualité de vie des patients qui souffrent de maladies chroniques de l'intestin. On va leur laisser un petit peu de temps, le temps de bien réfléchir aux scores qui vont lui attribuer. Et nous allons passer à notre 4e candidat, qui est Nola De Leon, étudiant en master au département de physiologie et de physiopathologie de l'Université du Manitoba. Il a obtenu une licence de sciences de l'Université de Saint-Boniface et différents prix de cette dernière. Et il pense qu'il est important de réfléchir aux moyens d'améliorer l'expérience du patient et les options de traitement. Dans les prochaines années, il aspire à devenir médecin. Le titre de sa thèse est le suivant: évaluation des profils d'expression des acides ribonucléides circulaires dans les biofluides pour le pronostic et le diagnostic des anomalies congénitales. Bonne chance à vous. Quand vous découvrez que vous êtes enceinte, vous avez hâte à votre première échographie pour voir votre bébé pour la première fois. Mais votre cœur commence à serrer lorsque le médecin dit qu'il semble y avoir un problème. Sans réponse, il vous renvoie à la maison avec rien de plus qu'un rendez-vous dans quelques semaines. Ces semaines semblent être des années et l'anxiété est insupportable, sachant que votre bébé est peut-être malade et vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre. Après ce qui vous semble une éternité, vous parlez aux spécialistes, mais ces réponses confirment vos pires inquiétudes. Les poumons de votre bébé sont sous-développés et son foie et ses intestins vont hernier dans sa poitrine par un trou dans le diaphragme. S'il survit durant la grossesse, il subira une chirurgie invasive à la naissance. Votre bébé a une hernie diaphragmatique congénitale, ou CDH.
et la probabilité qu'il décède avant que vous ne puissiez le tenir dans vos bras pour la première fois est plus de 30%. Et d'ici à la fin de la journée, aujourd'hui, 15 nouvelles familles feront face à cette réalité, apprenant que leur bébé atteint de CDH décédera, tout parce que nous n'avons pas pu le savoir avant qu'il soit trop tard. Je vais changer ça. Comment pourrais-je développer un test qui peut apaiser vos inquiétudes ou vous préparer au pire? La réponse est dans les ARN circulaires. Nous avons découvert qu'une abondance ou une carence de ces petits anneaux peut identifier le CDH plusieurs mois avant la naissance. Ils peuvent également prédire si un bébé atteint de CDH bénéficierait d'une thérapie prénatale, améliorant ainsi ses chances de mener une vie normale. Je vais explorer l'utilisation des ARN circulaires pour surveiller et diagnostiquer les poumons sous-développés chez le fœtus. Bayscope est une technique simple et fiable utilisée en laboratoire pour détecter les ARN circulaires dans les tissus. Récemment, nous avons adapté Bayscope pour détecter les ARN circulaires dans le liquide amniotique, apportant cette détection du laboratoire à la clinique en 3 étapes simples, comme indiqué sur la diapositive. En commençant par la gauche, la première étape consiste à prélever un échantillon de liquide amniotique pendant la grossesse. Ensuite, les ARN circulaires sont associés à l'anomalie congénitale et sont isolés et détectés avec un marqueur visible hautement spécifique. Enfin, les niveaux de ces ARN circulaires sont mesurés, permettant le diagnostic des problèmes de développement. Mon objectif est de comparer les taux des ARN circulaires de liquide amniotique des bébés en bonne santé et celui des bébés atteints de CDH avec notre nouvelle biopsie liquide. Mais ce n'est que le début. Ces premières étapes nous permettront de nous diversifier dans le diagnostic au point de service, sans avoir besoin d'équipements coûteux et hautement spécialisés, rendant cet outil efficace, accessible aux familles en attente de partout dans le monde. Un diagnostic peu fiable signifie cependant la fin précoce d'une nouvelle famille et la vie de leur enfant. Mais avec les ARN circulaires, je prévois apporter un nouveau départ dans ce cercle de la vie. Le temps de l'attribution des notes par les membres du jury. Si vous voulez soutenir Nolan De Leon, son cercle de la vie, c'est sur les réseaux sociaux que cela se passe. Hashtag MT180, hashtag MT180MB ou hashtag MT180 Manitoba. On va laisser quelques secondes encore aux juges pour faire leur décompte des points attribués à Nolan De Leon. Et on va passer à notre 5e challenger qui est Semio Alevete, qui est étudiant au département de français, espagnol, italien de l'Université du Manitoba. Il a obtenu une licence d'art à l'Université de Lagos au Nigeria. Il est récipiendaire de plusieurs prix de l'Université du Manitoba, mais aussi de l'Université de Saint-Boniface. Dans son temps libre, il a été membre du club français de l'Université de Manitoba et il a travaillé comme traducteur. Il aime les règles imposées par la langue française et son prochain objectif est de devenir un professeur dans le domaine de la littérature francophone africaine ou dans les études culturelles, voire peut-être traducteur. Un grand choix s'ouvre à lui. Sa thèse, le titre de sa thèse, l'appropriation du français dans le roman ouest africain et sa traduction. Bonne chance à vous. L'appropriation du français dans le roman ouest africain et sa traduction est le titre de ma thèse. Cette recherche que j'ai conclue avec la soutenance hier interroge la francophonie, cette langue qui nous réunit tous ici aujourd'hui, les attitudes des uns et des autres. La langue française, aujourd'hui, connaît une diversité énorme et chaque zone géographique réclame son autonomie, son authenticité et le respect des autres. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une partie de la francophonie où on se met à juger votre français comme n'étant pas du bon français. Quel type de français est-ce qu'il parle, qu'elle parle? Et c'est ainsi que ma thèse questionne la langue française en Afrique de l'Ouest, langue héritée de la colonisation, mais qui s'affirme aujourd'hui. J'interroge donc les motivations, par exemple, des écrivains africains qui décident de se démarquer de l'héritage colonial où on leur demandait d'écrire en suivant un certain style, de parler en suivant une certaine façon. Ces écrivains qui aujourd'hui réclament une francophonie africaine. Ensuite, j'analyse aussi
aussi les incidences de ces pratiques langagières africaines dans le domaine romanesque sur la traduction. Si chacun d'entre nous, bien sûr, arrive à redéfinir sa francophonie en laissant le centre qui a jusqu'ici été la France et qu'on se met à produire des œuvres dans ces variétés de français, la question qu'on pose, c'est de savoir qui aura la capacité de bien comprendre afin de traduire, et si on doit les traduire, est-ce qu'il y a aussi des équivalents anglais qui nous permettraient de restituer l'idéologie littéraire, l'esthétique littéraire et le choix linguistique de l'écrivain. J'ai regardé à gauche et à droite, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai interrogé et jusqu'à présent, je suis arrivé à la conclusion qu'il est difficile de trouver un traducteur ou une traductrice compétente à 2 niveaux. Et j'ai proposé donc une collaboration entre les différentes zones de la francophonie et pourquoi pas aussi des zones qu'on pourrait appeler anglophonie. Enfin, le travail appelle à une francophonie plus forte afin de sauvegarder cette langue française qui est en train de connaître un danger imminent. Merci. Merci Samuel Lévité pour cette présentation. Les juges vont maintenant prendre le temps de noter votre présentation et pendant ce temps-là, vous pouvez soutenir Samuel Lévité. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, hashtag MT180, MT180 Manitoba ou MT180 MB. On va leur donner encore quelques temps pour faire le décompte des points. Et nous allons passer à notre 6e candidate qui est Émilie Alice Garcia, étudiante en master au département de biochimie et génétique médicale de l'Université du Manitoba. Elle a obtenu une licence de biologie cellulaire, développementale et moléculaire à l'Université du Manitoba. Elle est récipiendaire d'une bourse de maîtrise du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Elle a toujours été curieuse de comprendre les mécanismes de la vie et a toujours été fascinée par le fonctionnement des cellules. Et c'est comme cela qu'elle a trouvé sa passion pour la biochimie et la biologie cellulaire, matière qui lui permettent de répondre aux questions fondamentales de son existence tout en faisant appel à son imagination. Plus tard dans la vie, son but serait de diriger un laboratoire de recherche. Le titre de sa thèse est le suivant: cibler le talon d'Achille dans le cancer avancé dans la prostate. Bonne chance à vous. Le cancer de prostate est une maladie qui peut être traitée s'il est détecté à temps. Mais malgré tout, un homme canadien sur 29 en mourra. Et ça, c'est souvent à cause d'une forme agressive de la maladie qu'on appelle cancer de la prostate avancé. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas encore vaincre cette maladie malgré nos grands progrès en matière de diagnostic et de traitement? Eh bien, c'est parce que les cellules cancéreuses ont la capacité d'échapper la mort cellulaire et de devenir résistantes aux médicaments de la chimiothérapie. À cause de mes recherches, j'ai étudié plusieurs de combinaisons de médicaments et je n'ai trouvé une en particulier qui peut tuer 70% des cellules cancéreuses. J'ai trouvé le talon d'Achille. Mais pour l'échapper définitivement, on doit comprendre ce qui rend ces cellules cancéreuses si vulnérables à ces traitements. Pour l'expliquer, il faut regarder à l'intérieur de nos cellules et les imaginer comme des villes. Une ville qui a sa propre mairie, qu'on appelle le noyau, qui régule et contrôle tous les aspects de la cellule. Aussi, nous avons les centrales électriques, comme les mitochondries, et le centre de recyclage appelé lysosome. Et comme dans toutes les villes, il existe des murs qui protègent ces bâtiments importants. C'est le rôle de membrane cellulaire. Dans les cancers de la prostate, ces membranes présentent des adaptations uniques pour échapper à la mort cellulaire. Et tout comme Achille, les cellules cancéreuses peuvent être
peut être adapté pour l'échapper. Et bon, j'espère que ce médicament peut être utilisé pour vaincre le cancer de la prostate avancée et contribueront à sauver cette maladie 100% traitable pour les hommes. Merci. Merci, Émilie Alicia Garcia. C'est l'avant-dernière candidate que les juges vont noter. On va leur donner un petit peu de temps si vous voulez soutenir Émilie Alicia Garcia. C'est sur les réseaux sociaux que cela se passe, MT180 Manitoba. On va leur donner encore un petit peu de temps aux juges pour faire leur décompte. Et nous voici donc maintenant arrivés à notre dernière candidate, Noushin Ahmadpour, étudiante en master au Collège de pharmacie de l'Université du Manitoba. Elle est titulaire d'une licence de sciences en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université d'Isfahan en Iran. Elle trouve que le cerveau humain est le réseau le plus fascinant de toute l'existence. Elle y aspire à en révéler tous ces mystères. C'est pourquoi ses recherches portent sur la manière dont les neurones ne nous donnent pas le meilleur de nous-mêmes. Elle espère continuer en doctorat et devenir une future leader dans son domaine d'expertise, certainement les neurosciences. Le titre de la thèse est le suivant: Décoder le vrai langage du cerveau. Bonne chance à vous. Il se fait tard ce soir. Vous êtes sur une voie ferrée afin de fuir vos persécuteurs. Tout juste avant qu'ils ne vous attrapent, le train vous dépasse. Et là, ces persécuteurs étaient imaginaires. Voici l'impact de la schizophrénie sur votre cerveau. C'est parmi de multiples troubles cérébraux qui affectent une personne sur 4 et qui peuvent prendre la vie de gens. Les troubles cérébraux sont à l'origine de 90% de tout suicide, ce qui constitue mondialement 1 million de décès par année. Suite à l'introduction de premières antipsychotiques, le taux de suicide ne cesse d'augmenter. Ça nous suggère que nos traitements actuels ne sont pas très efficaces. Mais pourquoi est le cas? Simplement dit, car nous avons longtemps sous-estimé la complexité du cerveau. Notre corps fonctionne grâce à 100 milliards de cellules cérébrales appelées neurones. Entre eux, ils se transmettent de l'information via 100 trillions de points de connexion appelés synapses. Mais ces neurones ne représentent que 10% de notre cerveau. Tout le reste est composé de cellules gliales, des cellules non neuronales qui, depuis le 19e siècle, ont été considérées comme une sorte de colle inanimée qui sert à tenir les cellules ensemble. C'est au cours des 20 dernières années que les scientifiques ont découvert que ces cellules gliales ont des fonctions essentielles. Par exemple, un sous-type de cellule gliale, l'astrocyte, a une communication bidirectionnelle avec les neurones au niveau des synapses et sert à réglementer le flux d'informations. Et si cette communication était la clé pour arriver à de meilleurs traitements aux troubles cérébraux, ce serait réconfortant, mais ce n'est pas si facile. Les astrocytes et les neurones utilisent un langage de communication qui ne demeure toujours secret. Le but de mes recherches est de décoder ce langage. J'étudie une lettre de cette langue qui, selon moi, est nécessaire pour assurer une saine communication entre astrocytes et neurones, tout comme la lettre O en français. Une fois supprimée, son absence peut interrompre toute communication compréhensible. Cette lettre, en réalité, est une protéine qui se retrouve sur l'astrocyte et reçoit des messages provenant des neurones avoisinants. En utilisant des modèles mourants, j'ai comparé la communication entre astrocytes et neurones en présence et en absence de cette lettre. Et j'ai constaté qu'en son absence, leur communication était perturbée et les a rendus tous deux moins actifs. Et voilà, cette lettre essentielle de cette langue est découverte. Procéder au décodage de cette langue astrocyte neuronale constitue un pas vers une meilleure compréhension de la complexité du cerveau. À l'avenir, nous pouvons utiliser ces connaissances pour trouver un remède aux troubles cérébraux, tout en espérant que nous cesserons de perdre des vies au profit de persécuteurs imaginaires. Merci. Si vous voulez soutenir Noushin Ahmadpour, c'est sur les réseaux sociaux que cela se passe. Hashtag MT180, hashtag MT180MB ou MT180 Manitoba. Voilà, on va demander aux juges de se retirer dans une salle virtuelle. On va demander à l'assistant technique de les mettre en relation afin qu'ils puissent délibérer et nous annoncer dans quelques instants les différents vainqueurs. Restez avec nous, on revient très rapidement. Alors nous voici de retour pour le moment
tant attendu, la révélation du classement. Alors pour vous dire, les juges ont vraiment apprécié et félicitent l'ensemble des candidats pour le temps et les efforts qu'ils ont passés afin de réaliser ces présentations. C'est vraiment un exercice très, très difficile. Félicitations à tous, félicitations à tous. Je pense que vous êtes un petit peu comme moi, très anxieux et que vous espérez tous que votre candidat favori va gagner. Eh bien, débutons tout de suite par le deuxième prix de la sous-compétition dédiée aux étudiants de maîtrise et sponsorisé par la Faculté des études graduées de l'Université du Manitoba. Ce prix comprend un chèque de 100 $ ainsi que différents accessoires. Et ce prix est attribué, je l'ai dans l'enveloppe ici, ce prix est attribué à Émilie Garcia pour sa présentation « Cibler le talon d'Achille dans le cancer avancé de la prostate ». Passons au premier prix de la sous-compétition dédié aux étudiants de maîtrise et sponsorisé par l'ambassade de France au Canada. Ce prix comprend un chèque de 200 $ ainsi que différents accessoires et il est attribué à Nushin Ahmadpour pour sa présentation « Décoder le vrai langage du cerveau ». Alors, moment intense ici, la remise des deux prix de la compétition principale. Qui est le récipiendaire du deuxième prix de 300 $ sponsorisé par l'ambassade de France au Canada, ainsi qu'un casque sans fil offert par le journal La Liberté, un abonnement d'1 an à l'Alliance française et des entrées pour le théâtre Cercle Molière? Roulement de tambour, je prends mon enveloppe, je regarde à l'intérieur et le prix est attribué à Véronica Copolaro pour sa présentation « Monitorage acoustique passif des mammifères marins dans l'Arctique canadien, implication d'un Arctique en mutation pour leur population et l'utilisation de leur habitat ». Félicitations à vous, Véronica. Et maintenant, le dernier prix qui remportera le premier prix de 400 $ sponsorisé par l'ACFA Manitoba et l'Université de Saint-Boniface, ainsi qu'un casque sans fil offert par le journal La Liberté, un abonnement d'1 an à l'Alliance française, des entrées pour le théâtre Cercle Molière et un passage en ondes sur Radio-Canada, ici Manitoba. Suspense, suspense, je vais le découvrir avec vous. Et le prix est attribué à Nolan DeLeon pour sa présentation « Évaluation des profils d'expression des acides ribonucléiques circulaires dans les biofluides pour le pronostic et le diagnostic des anomalies congénitales ». Félicitations à vous, Nolan, pour ce premier prix. Alors, avant de terminer et de refermer cet événement, je voudrais à nouveau remercier tous les commanditaires qui ont soutenu la mise en place de cette initiative au Manitoba, l'ambassade de France au Canada, le secrétariat aux affaires francophones de Québec, l'Université du Manitoba, l'Université de Saint-Boniface et l'ACFA Manitoba, Radio-Canada ici Manitoba, l'Alliance française, le journal La Liberté, le théâtre Cercle Molière, ainsi que Hydro-Québec et l'ACFA national. Je voudrais aussi remercier nos juges, les professeurs Lise Gabory, Mike Jackson, Madame Geneviève Pelletier du théâtre Cercle Molière, Emmanuel Pérez de l'Alliance française Manitoba et Marie-Gabrielle Ménard de Radio-Canada, ainsi que toute l'équipe technique et administrative de l'Université du Manitoba et de l'Université de Saint-Boniface. Judy, Luc, le professeur Noël, responsable de l'ACFA Manitoba, ainsi que, pour terminer, la professeure Kelly Main, doyenne par intérim des études supérieures graduée de l'Université du Manitoba, sans qui rien n'aurait été possible. Merci, merci à vous tous. Ben voilà, c'en est terminé de cette deuxième compétition de ma thèse en 180 secondes au Manitoba. Je vous propose de suivre notre première doctorante classée, Véronica Copolaro, lors de la finale nationale qui aura lieu en ligne le 15 juin 2021. Et nous, eh bien, nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle compétition qui, je suis certain, sera des plus excitantes et peut-être à laquelle vous aurez l'honneur de participer en personne si vous vivez au Manitoba. Au revoir et à bientôt.